Je te laisse t'introduire, Laetitia, et puis je le ferai. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Laetitia Lay, je suis consultante solutions accessibilité au sein de Smile. C'est-à-dire que j'accompagne les clients dans leur choix de leurs solutions et aussi sur la mise en œuvre de l'accessibilité sur leurs projets au quotidien. Et donc moi c'est Arnaud Poffet, donc je suis lead UX UI designer et accessibility champion, donc je suis la personne de référence au niveau de l'accessibilité au groupe Smile. Voilà, j'ai quelques gros projets de référence tels que la STIB, donc les transports bruxellois en Belgique, Tiger en Suisse que j'accompagne et voilà, je travaille beaucoup aussi sur la RTBF pour l'instant au niveau de l'accessibilité. Donc voilà, ici l'idée aujourd'hui c'est de vous parler donc de l'accessibilité qui est un standard, qui est pas une option. Et donc voilà, on va découler aussi d'un point de vue business comment ça se passe au niveau de l'accessibilité. Maud, tu peux peut-être introduire les questions et on va lancer le sondage. On va le faire un petit sondage pour commencer, voilà, juste pour vous situer au niveau de l'accessibilité. Ouais. Une petite note que je voulais rajouter aussi, c'est qu'aujourd'hui, on va parler, parce qu'on sait qu'on a des participants venant de différents pays, on va bien parler de la Suisse, de la Belgique, du Luxembourg et le niveau européen, France aussi. Pardon, j'ai oublié de mentionner la France. Oui, c'est important, mais c'est important, Laetitia. Surtout que Arnaud est localisé en Belgique, Laetitia en France et moi au Luxembourg. Donc, on va vraiment couvrir les différents aspects, ne vous inquiétez pas. Donc, effectivement, comme le disait Arnaud, on avait quelques questions pour vous pour savoir un petit peu où en était l'accessibilité numérique de vos entreprises. Donc, on a 3 questions et je vais commencer par la première. On a 70 personnes qui ont voté, 70 pour les Belges qui sont là aujourd'hui. Ok, super. Donc, je ne sais pas, Laetitia et Arnaud, si vous voyez les résultats qui rentrent ou pas. Oui, alors, hop, je ferme le sondage. Hop. Je vais remettre ceci. Alors, on a voilà. 55 personnes qui disent qu'il y a des premières initiatives qui ont été mises en place. Pour 26 personnes, il y a une stratégie en cours et pour 18, on en parle, mais encore rien de concret. Ok, donc on va lancer la deuxième question. Selon vous, qu'est-ce qui freine le plus la mise en œuvre de l'accessibilité dans les entreprises ? Ok, super. Ah, c'est marrant, les réponses sont plus splittées là. Entre le manque de temps, la complexité technique, le manque de connaissances, c'est pas encore vu comme un sujet stratégique. Je trouve que s'équilibre vraiment très bien et c'est très intéressant. C'est aussi ce à quoi on fait face. On va pouvoir en discuter tout à l'heure sur comment est-ce qu'on peut essayer d'apporter plus d'informations sur le sujet de l'accessibilité. Alors, je vais vous partager la troisième question. Donc, en termes d'image ou de business, oups, pourquoi il a été fermé? Ah non! Alors, je ne sais pas si Chloé est avec nous. Est-ce qu'elle peut nous réouvrir le sondage? Je sais qu'il y a une petite manip à faire. Sinon, je poserai la question et tout le monde pourra peut-être écrire dans le chat. Ah, voilà. Ah, non, il s'est refermé. Il s'est refermé, Chloé.
Bon, on va attaquer. Non, je pense pas que ça puisse marcher en fait. Ouais, on va attaquer. Non, non, il est fermé, je peux pas. Je peux juste partager les résultats. Ouais, Ouais, il n'y a pas de souci. Je vais peut-être poser la question à l'oral et si les personnes ont envie de répondre dans le chat, on peut peut-être faire comme ça. La dernière question, c'était en termes d'image ou de business, à quel point l'accessibilité est-elle considérée comme un enjeu important dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez? Donc, n'hésitez pas peut-être à poser dans le chat. Et je laisse Arnaud prendre la main. Moi, je laisse à Laetitia. Hop. Ouais. Au niveau du sommaire, donc ça, comme indique le titre, comme on a déjà parlé un peu Maud et aussi Arnaud, on va donc d'abord remettre au centre qu'est-ce que l'handicap, qu'est-ce que l'accessibilité numérique, etc. Voir sur quelle échelle on va se placer. Là, on va faire un focus donc réglementation. Et ensuite, Arnaud va nous donner toutes les recommandations, les petits tips pour pouvoir faire bouger les choses en accessibilité au sein de votre entreprise. Alors, le côté handicap aujourd'hui, c'est un terme qu'on voit souvent, qu'on va souvent le voir, c'est qu'il y a différentes statistiques, notamment l'OMS qui dit qu'environ 15% de la population mondiale souffre d'une forme ou d'une autre de handicap, sachant dans ces 15%, ils ne prennent pas en compte les handicaps invisibles slash... c'est quoi le terme belge? Silencieux. Silencieux, slash silencieux. Donc, du coup, c'est plus souvent plus 20% que vous allez avoir personne de ce handicap. Et en plus, dans ce chiffre-là, il y a beaucoup de personnes qui sont même pas, entre guillemets, pris en compte parce qu'il y a des handicaps comme daltonisme ou autres qui sont peu reconnus. Donc, il y a différents handicaps. Il existe des handicaps moteurs qui sont souvent les plus fréquents qu'on voit, lesquels on assimile lorsqu'on dit handicap, les déficiences intellectuelles. Aussi, comme par exemple la trisomie 21 ou autre, le handicap auditif. Donc, c'est un peu une personne qui est en situation de surdité. Le handicap visuel, donc ça peut... donc, c'est une personne qui est aveugle, qui n'arrive pas donc à pouvoir voir l'écran sur lequel tout s'affiche. L'autisme et troubles envahissants du développement. Le plus handicap, donc souvent on entend plus communément le côté sourd-muet, mais ça peut être quelqu'un aussi qui a un bras cassé, qui a des déficiences autres, et handicap invisible ou silencieux, qui peut par exemple être daltoniste, c'est la personne qui ne perçoit pas certaines couleurs, on ne s'en rend pas spécialement compte sur Internet, notamment des personnes qui voient le vert concombre d'une manière différente. Des fois, ça peut être un peu plus clair, un peu plus foncé, ils peuvent le voir beige. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il est intéressant de vraiment prendre en considération qu'un handicap, c'est pas forcément une personne en chaise roulante, une personne qui est aveugle, ça va beaucoup plus loin de ça. Et aussi, ce qui passe à la slide suivante, s'il te plaît, l'accessibilité numérique va plus loin que le handicap, c'est-à-dire que ça peut être des handicaps permanents, comme on a cité précédemment, mais ça prend en compte aussi des handicaps temporaires, c'est-à-dire tout simplement une chute de vélo, on se casse le bras, il est plus compliqué d'accéder à tous les outils numériques. Ça va être sur une période donc, donnée. Et aussi situationnel, et ce type de handicap situationnel, ça arrive à 100% des personnes, à tous été un jour dans les transports, vouloir aller sur Internet, on ne peut pas parce qu'il n'y a pas de réseau, ou dans un lieu, dans une ville où il n'y a pas spécialement de réseau, ou alors on se retrouve avec un enfant dans les bras, donc c'est un peu plus compliqué à gérer tout ce qu'il y a autour de nous. Donc voilà, donc savoir que d'après la définition de j'ai raté un peu la transition, c'est pas grave. Donc du coup, ça peut être des personnes, donc ça peut être un handicap temporel, mais aussi il faut prendre en compte qu'en plus de ça, il y a aussi beaucoup plus de personnes qui sont âgées. Il y a quand même une fracture du numérique qu'il faut prendre en compte, et notamment donc l'Union européenne compte 450 millions d'habitants, dont plus de 21% âgés de plus de 65 ans ou plus. Donc, il y a 97 millions de personnes qui peuvent avoir des difficultés à aller sur Internet, sur le téléphone ou autre, pour accéder à tous les services. Et c'est pour ça que la définition d'accessibilité numérique de Tim Berners-Lee, qui est donc le président du W3C,
qui reprend tout ce que je viens de dire et qui est très complète. C'est mettre le web et ses services, contenus de communication en ligne à la disposition de tous les individus, quel que soit leur matériel ou logiciel, leur infrastructure réseau, leur langue maternelle, leur culture, leur localisation géographique ou leur aptitude physique ou mentale. Donc, c'est pour ça que ça reprend donc, tous les types de handicaps qu'on a cités précédemment. Et c'est ce qui englobe l'accessibilité numérique. Et donc maintenant, parlons du sujet que tout le monde attend, qui fait beaucoup parler dernièrement, c'est donc la réglementation. Avant de parler de ce qui va changer, on va d'abord parler de ce qui a été mis en place depuis à peu près combien de temps. Donc ça fait plusieurs années qu'il y a une réglementation, une directive de l'Union européenne concernant l'accessibilité numérique. Ça concerne majoritairement le secteur public. Dans certains pays, notamment la France, ça a pris aussi en compte les grandes entreprises ayant un chiffre d'affaires de plus de 250 millions d'euros. Au Luxembourg, donc ça concerne l'organisme public, les communes, l'établissement scolaire, la Belgique, services publics généraux, locaux. Et ensuite, donc les organismes publics. Donc ça concerne, donc c'est en fait une directive qui donc obligeait les services, enfin demander aux services publics de rendre leurs services accessibles. Et pour cela, donc, il fallait que tous leurs sites soient compatibles aux technologies d'assistance. Ça veut dire qu'ils puissent pouvoir être lus par le lecteur d'écran, pas une plage braille, pouvoir interagir avec des commandes vocales ou autres. Selon les obligations sont différentes selon les pays. C'est-à-dire que, mais majoritairement, ce qui est préconisé, c'est ce qui a été mis en place en France, c'est-à-dire qu'il y a une déclaration d'accessibilité pour tous les pays, où on a certains critères à respecter qu'on verra par la suite. Et en plus de la déclaration qui est mise en ligne, il faut aussi avoir un schéma pluriannuel qui montre donc, sur 3 ans nos stratégies qui sont mises en place au sein de notre entreprise de manière globale pour améliorer l'accessibilité. Et aussi un plan d'action annuel qui va directement concerner les tâches du site, les to-do à faire dans l'année pour améliorer l'accessibilité du site web ou de l'application. Les sanctions varient aussi selon les pays. Certains pays n'ont pas encore mis en place de sanctions. D'autres ont mis en place des sanctions entre, par exemple, la France a au minimum 25 000 €, mais ça peut monter pour public bientôt à 50 000. Et je crois que le Luxembourg, c'est ceux qui ont le plus qui ont mis le plus en garde au niveau des sanctions, et d'autant plus qu'au bout de 6 mois, elle peut être relancée, c'est-à-dire que si on paye 25 000 € maintenant au mois de juin, bah, très bien, l'année prochaine, vous pouvez encore payer de nouveau 25 000 € si votre site n'a pas été mis en conformité. Et donc, du coup, qu'est-ce qui va changer à partir du 28 juin 2025, c'est-à-dire la semaine prochaine? Une nouvelle directive européenne sur l'accessibilité a intégré aussi maintenant le secteur privé, c'est-à-dire que toutes les entreprises du secteur privé offrant un service numérique comme les commerces, l'e-book, les banques, les assurances, les distributeurs, donc ça soit un site internet, mais aussi une application ou quelque chose qui interagit et qui offre un service numérique, doit respecter du coup les normes qui a été mises dans la directive européenne, notamment d'un point de vue Europe, le WCAG de niveau 2.1, c'est-à-dire que donc toutes ces solutions doivent être perceptibles, utilisables, compréhensibles et robustes. Mais il y a une petite nuance à prendre en compte et qui va potentiellement vous rassurer, c'est-à-dire que pour tous les sites qui ont été mis en ligne avant cette date-là, donc le 28 juin 2025, vous avez jusqu'au 28 juin 2030 pour devenir conforme, afin de prendre le temps d'avoir une adaptation progressive des services qui existent déjà, parce qu'on sait qu'on ne peut pas tout changer du jour au lendemain. Mais il est fortement recommandé de commencer dès maintenant à mettre en place, notamment, comme je disais tout à l'heure, le schéma pluriannuel et des plans d'action pour pouvoir être conforme à la date du 28 juin 2030. Par contre, concernant tous les services qui sont mis après cette date, il doit correspondre pleinement et être conforme dès leur lancement. Alors, les réglementations à suivre, donc, comme je disais, d'un point de vue
ce qui est européen, donc ça part de la directive européenne, donc il faut respecter le WCAG 2.1, mais on tend de plus en plus à respecter le 2.2 lorsqu'on fait des audits pour anticiper. En France, du coup, on a repris le WCAG, on a créé donc le RGAA, qui est donc le référentiel général d'amélioration d'accessibilité, qui est donc plus léger avec des tests qui sont bien mis en place. N'hésitez pas à le parcourir, il est vraiment très explicite. Et donc, du coup, il faut donc répondre et avoir un taux supérieur à 50% du RGA. Et aussi donc avoir un schéma pluriannuel, comme je disais tout à l'heure, et un plan d'action. Au Luxembourg, ils sont appuyés sur le WCAG et aussi sur le RGA pour créer le référentiel RAWEB. Donc, c'est un point aujourd'hui qu'il faut suivre. Il y a aussi le référentiel RAM qui concerne plus les mobiles, donc qui concerne tout pour les mobiles. Et il y a aussi le référentiel RAP-PDF, comme son nom l'indique, concerne tout ce qui est documents PDF. Comment devenir conforme? Donc, comme je disais, il suffit de faire une déclaration d'accessibilité, mais au final, une déclaration d'accessibilité, c'est quoi? C'est en fait un audit qui est basé sur un échantillon de pages. Il y a des pages obligatoires comme par exemple la page d'accueil, la page contact, la page FAQ, etc. qui sont donc données. Et en plus de ces pages, on va faire un échantillon de pages aléatoires qui correspondent notamment au parcours utilisateurs les plus fréquents ou alors sur des composants qui sont le plus difficiles à parcourir. Donc, cet échantillon de page est choisi avec le client lors d'un kick-off et donc validé. Et ensuite, on va donc faire l'audit. Ça va durer entre 3 à 5 jours selon le nombre de pages et la difficulté du site. Et suite à cet audit, il sera donc rédigé une déclaration d'accessibilité. Si cette déclaration d'accessibilité n'est pas de 100%, on va donc procéder à des corrections. Il y aura toujours une récitation d'audit pour dire ce qui a été fait, mais notamment, donc, lors de cette récitation, on va pouvoir communiquer avec les équipes projet du client, les développeurs, etc., pour indiquer les corrections à effectuer, les quick wins, voilà, des recommandations pour améliorer le taux de conformité. Et une fois que ces corrections ont été effectuées, on va effectuer un contre-audit et mettre à jour la déclaration. Donc, ça sera plus rapide car on va juste reprendre les points qui étaient défectués. Donc, ça prendra entre 2 et 3 jours. Et comme je disais tout à l'heure, il est très important d'être accompagné au maximum pour répondre à la totalité de la réglementation, notamment en France, mais aussi pour les autres pays. C'est être accompagné pour le schéma pluriannuel pour avoir une vue d'ensemble sur les actions à mener au sein de l'entreprise et poursuivre aussi le plan d'action lors de la PMA. Et donc, on a parlé beaucoup de réglementation, d'obligations, etc. Mais l'accessibilité, ce n'est pas juste une loi et interne, ça va au-delà de la législation, c'est se conformer et permettre de toucher un public plus large, d'anticiper les obligations futures et d'améliorer l'expérience utilisateur pour tous, parce qu'en fait, si ça peut aider une personne en situation de handicap, en fait, ça simplifiera l'expérience de chacun, parce qu'on est, comme je disais, on est tous confrontés à un moment donné à une situation temporaire de handicap ou autre, ou dans un lieu situationnel autre. Donc, plus c'est simple pour quelqu'un sur un handicap, plus c'est simple pour tous, tout simplement. Et c'est vrai que souvent, dans le questionnaire tout à l'heure, on a pu voir que le manque de moyens, le manque d'intérêt encore pour la direction et autres. Mais il y a déjà plusieurs retours qu'on a pu voir avec l'accessibilité, simplement que simplifier le parcours utilisateur et le rendre accessible, le retour sur investissement est de 99%. Donc vous n'aurez quasiment aucune perte à investir dans l'accessibilité. Comme on a pu le voir, il y a beaucoup de personnes en situation de handicap en Europe, en France, dans le monde. Et donc, ça permet de pouvoir ouvrir plus le marché et d'augmenter donc du coup de 26% de parts supplémentaires. Il permet aussi actuellement de se différencier des concurrents parce que peu de personnes, malheureusement, ont leur site accessible. Et donc, cette différenciation, ça va permettre de fidéliser aussi les clients, d'améliorer l'image de la marque ou autre. Et aussi, tout simplement, d'avoir un meilleur référencement au sein de Google, d'améliorer de plus de 50% son trafic organique parce que
ce qui est calcul Google prend en compte l'accessibilité. Et il est important, même si ce n'est pas parfois possible, mais c'est des fois un peu trop tard, mais si vous avez un autre projet, important de prendre en compte l'accessibilité dès le kick-off, mettre en place vraiment un suivi, on en parlera tout à l'heure, mais un accompagnement complet de l'accessibilité, parce que corriger quelque chose d'accessible après la publication, c'est 100 fois plus cher que l'intégrer dès la conception. Donc c'est pour ça que c'est vraiment quelque chose à prendre en compte dès le lancement du projet. Ok, merci Laetitia. Ouais, on va parler un peu plus opérationnel aujourd'hui. Comment convaincre votre entité, votre business d'être accessible. Alors, d'abord, on va parler de profil. Au niveau des profils, il faut savoir que dans le fait, tout le monde est en fait acteur de l'accessibilité. La collaboration, parler le même langage sont des éléments essentiels dans un projet. On y reviendra, mais vous verrez que la collaboration, en tout cas, est un point essentiel au niveau de l'accessibilité. D'un point de vue profil, on va prendre le top management, on va prendre le business. Aujourd'hui, au niveau du business, l'accessibilité, comme Laetitia vient de le dire, on ouvre son produit à un public plus large, on améliore votre image de marque et réduit les risques légaux. Ça, c'est dans les faits réels. Maintenant, on sait très bien que lorsqu'on arrive dans une entreprise, il y a des histoires de change management aussi. L'accessibilité aujourd'hui, oui, ça coûte un peu d'argent si c'est pris au début, ça coûte beaucoup plus d'argent si c'est pris après. Donc voilà, ce sont des arguments qu'on peut utiliser. Au niveau de l'ouverture d'audience aussi, c'est ouvrir son produit, comme on a dit, à 26 à 30% d'une part non négligeable, parce que finalement, ça fait 3 utilisateurs sur 10. Donc c'est très intéressant de parler au niveau du business, vraiment des enjeux aussi économiques, au-delà de la légalité, mais aussi des enjeux sociaux, forcément, vu que vous aurez une meilleure image de marque. Au niveau du management, donc du project manager, le project manager, lui, qu'est-ce qu'il va devoir faire? Il va devoir veiller à inclure l'accessibilité dès le départ pour éviter les coûts de correction élevés en fin de projet. On en a déjà parlé. Ce manager, lui, doit connaître les grandes lignes au niveau des réglementations. Alors, on ne lui demande pas de savoir implémenter l'accessibilité, mais de savoir comprendre ce que lui racontent ses équipes. Donc, le manager, lui, va être gardien un peu de ce garde-fou qui va pouvoir rassembler les équipes au niveau de l'accessibilité. D'un point de vue commercial, parce que les commerciaux aussi, voilà, vous avez des commerciaux, ils vont vendre votre produit ou vendre des profils d'accessibilité. Aujourd'hui, un produit accessible vendu à plus de clients, forcément, y compris les entreprises. Un produit accessible peut être vendu à plus de clients, y compris des grandes entreprises, aux institutions publiques, surtout aux institutions publiques. On sait qu'il y a un cruel retard au niveau des institutions publiques. La RTBF a mis à jour un article la semaine dernière qui considère qu'en Belgique, 94% des entités ne sont pas prêtes au niveau de l'accessibilité. Je crois que c'est plus ou moins similaire, en tout cas en France, peut-être moins au Luxembourg. Mais voilà, ici, parler aux institutions publiques peut être aussi un game changer au niveau de votre approche commerciale. D'un point de vue plus opérationnel, forcément, on va avoir le Project Owner, donc le PO, qui lui, pour rappel, le Project Owner qui lui est ce gardien de la qualité du produit, donc qui vérifie que le produit qui est fait correspond aux besoins du business. Lui, il va vraiment être gardien à ce niveau-là, parce que l'accessibilité, lui, doit comprendre qu'il doit être intégré aux critères d'acceptation dès la rédaction des user stories. Donc, on pourrait aussi inclure le business analyst à ce niveau-là. Donc, ce business analyst, le product owner vont écrire des tickets, vont rédiger des user stories. Et forcément, ils doivent aussi avoir des critères d'accessibilité. On parle souvent de la definition of done, definition of ready. Ces deux définitions aujourd'hui doivent prendre aussi en compte les critères d'accessibilité. Alors, quand on parle d'accessibilité, forcément, il y a deux profils qui ressortent le plus. Forcément, ça va être les designers, ça va être les développeurs. D'un point de vue designer, voilà, on a quelques règles. On va concevoir avec suffisamment de contraste, de lisibilité, de navigation claire pour tous les utilisateurs. Ce sont des règles de base qu'on va pouvoir utiliser et construire un système qui lui sera accessible. Par contre, petit focus sur le développeur. Aujourd'hui, en tant qu'auditeur, ça fait plus de 5 ans que j'audite aujourd'hui des sites, que je travaille dans l'accessibilité, etc. Le plus gros, ce qu'on appelle le bottleneck, le plus gros problème aujourd'hui que je vois dans ces audits, c'est le développement.
les développeurs ne sont pas formés à l'accessibilité, mais je vais même un peu plus loin, les développeurs aujourd'hui n'utilisent pas les standards, ce qui est un réel problème. La sémantique HTML a été voilà, validée par le W3C. Il y a des standards, on doit les respecter. Pourquoi est-ce qu'on doit respecter ces standards? Ben, tout simplement parce que dans vos web browsers, ces standards sont mis en place aussi. Donc, si vous utilisez des bons tags HTML, vous utilisez un bon HTML, la plupart des problèmes d'accessibilité qu'on rencontre voilà, ne vont pas remonter. Donc, si aujourd'hui les développeurs sont vraiment bien formés, il y a une bonne communication avec les designers, il y a une bonne vérification avec le PO, Project Manager, et que le business est convaincu, voilà, c'est la recette aujourd'hui, l'accessibilité. C'est un peu bateau ce qu'on vous raconte hein, à ce niveau-là, c'est vrai, mais c'est comme ça que ça fonctionne. On peut pas aujourd'hui prendre son petit bâton de pèlerin tout seul et aller combattre le business pour avoir cette accessibilité. C'est un travail de groupe, c'est un travail qui se met ensemble sur un projet avec plusieurs acteurs qui doivent parler le même langage. Donc un bon point de départ, comme je vous l'ai dit, c'est une formation d'introduction pour toutes les équipes. Elle permet de sensibiliser et de montrer que l'accessibilité semble plus complexe qu'elle ne l'est réellement. Moi, quand j'arrive dans un projet, généralement, je dis voilà, Arnaud, je suis spécialiste en accessibilité. C'est un mot qui fait peur. L'accessibilité aujourd'hui n'est pas complexe. Elle n'est pas complexe. Pourquoi? Parce que si vous utilisez les bons outils, vous utilisez les bons standards, l'accessibilité n'est pas complexe. Il faut juste la prendre en considération dès le départ d'un projet, comme on l'a déjà répété plusieurs fois. Alors, au niveau des quatre clés, finalement, pour résumer ce qu'on vient d'expliquer, il faut impliquer tous les métiers dès le départ, comme on l'a dit. Donc, l'accessibilité ne doit pas être portée uniquement par les développeurs. Chacun a un rôle, a un impact, design, contenu, produit. On va aussi parler du UX writing avec la facilité à lire et comprendre, donc ce qu'on appelle le FALC. Donc, il y a des règles aussi. Adapter votre contenu à votre audience aussi. On va former et sensibiliser. Forcément, si je vous explique quels sont les enjeux de l'accessibilité et quels sont les avantages de travailler comme ça, vous aurez une meilleure compréhension et vous aurez une autre approche aussi au niveau de l'accessibilité. Donc, former, oui, et sensibiliser, oui, c'est vraiment deux points clés au niveau des équipes. Intégrer l'accessibilité dans les processus, je ne vais pas le répéter, comme on l'a dit beaucoup, voilà, ça coûte moins cher de le faire dès le départ, ça coûte plus cher de le faire après. Après, il faut aussi comprendre qu'il faut mesurer et améliorer. Laetitia vous a parlé des schémas pluriannuels pour mettre à jour, etc. Euh, une accessibilité, vous pouvez être 100% conforme aujourd'hui en 2025 et ne plus l'être en 2027, en 2028. On a des modèles qui évoluent, donc il faudra aussi vous mettre à jour au niveau des modèles et il faudra aussi vous mettre à jour au niveau des nouvelles lois qui sortiront. On peut être conforme en 2025 et non conforme en 2026. Donc ça, attention. Donc une fois que l'accessibilité est lancée, ça reste un petit lait qu'on laisse sur le feu. Il faut vérifier qu'il ne va pas bouillir. Au niveau des personas aussi, bon, d'un point de vue UX, hein, forcément, au niveau du business, au niveau des développements, on va beaucoup parler de personas. On va penser à intégrer des personas d'accessibilité dès la phase de conception pour anticiper les besoins réels utilisateurs en situation de handicap. Ça reste complexe au niveau des tests utilisateurs. On sait que faire des tests utilisateurs avec des personnes en situation de handicap, c'est possible. J'en ai déjà fait, mais ça demande une logistique, ça demande une logistique spéciale, ça demande aussi une préparation spéciale, ça demande aussi voilà, d'avoir une audience spécialisée aussi, donc c'est-à-dire recrutement spécialisé, etc. Mais ça peut être aussi un réel game changer parce qu'on sait qu'au niveau des tests utilisateurs, nous, en tant qu'UX designer, on va développer une théorie. On va valider cette théorie avec des personnes lambda, donc c'est 70%. Pardon, c'est 70% qui nous reste finalement, et les 30%, on les met de côté. Mais ces 30% aussi, ils ont quelque chose à nous dire, ils vont aussi nous donner des pistes pour améliorer l'UX. Ce qui est intéressant aussi dans l'accessibilité, c'est que, et Laetitia l'a déjà dit aussi, au plus vous simplifiez une expérience, au plus l'accessibilité sera facile qui sera facile à mettre en place, pardon. Donc, ce travail d'accessibilité au niveau de l'UX, si vous faites bien votre travail, vous simplifiez la vie de tout le monde. Ça reste aussi quelque chose qu'il faut garder en tête au niveau des personas, au niveau des structures et au niveau des itérations de l'expérience utilisateur. Alors, je vais vous faire quelques petites recommandations au niveau de l'accessibilité. C'est vraiment des trucs très bateaux que je vais vous montrer.
Voilà, c'est juste d'un point de vue visuel pour vous rendre compte que en 2 clics, on peut changer quelque chose et le rendre accessible. Donc, au début, petite réflexion, la réussite de l'accessibilité numérique repose avant tout sur l'adoption des standards W3C et l'intégration des bonnes pratiques UX. Je vais le marteler pendant toute la présentation parce que c'est ce qui est le plus important en fait au niveau de l'accessibilité. En réalité, on va dire que l'accessibilité, c'est 50% de design, 50% de code, même si la partie code va être beaucoup plus grosse. En tout cas, au niveau aussi des audits RGAA, on se rend compte que dans les audits RGAA, où il y a 13 sections, il y a 106 critères. Sur les 106 critères, il n'y en a pas énormément au niveau du design, mais ça va être beaucoup aussi au niveau de la partie code que ça va prendre en considération. Ici, on peut vous donner 7 clés de réussite de votre accessibilité. Ce sont 7 clés de base, ce sont les 7 clés qui sont des standards, encore une fois. Le choix de la typographie doit être facile à lire, elle ne doit pas être complexe, elle doit être lisible en petit. Les contrastes, vous savez qu'on a des normes de contraste, j'y reviendrai un peu plus tard aussi. La hiérarchie de l'information, ça c'est une grosse problématique, surtout avec les CMS, les contenus éditoriaux qui sont faits par des gens du marketing, etc. Alors, je ne vais pas taper dessus, c'est pas ça, c'est pas ça la question. Mais en fait, quand on a une structure au niveau des standards, on a donc le titre de niveau 1, titre de niveau 2, titre de niveau 3, etc. On ne va pas choisir un titre de niveau 4 après un titre de niveau 2 parce que d'un point de vue style, ça correspond mieux. Alors, c'est que vous avez un problème, c'est qu'il faut changer vos styles. Donc, il faut toujours avoir cette hiérarchie de l'information qui soit cohérente. Comme je vous en ai déjà parlé, on va avoir des textes faciles et adaptés. Donc, en utilisant le Falc. Attention que le Falc, c'est vraiment un travail à part entière. Il faudra des personnes spécialisées au niveau du Falc. Au niveau de l'utilisation de la technologie, on va utiliser la technologie ARIA, donc cette technologie qui a été développée par le W3C qui permet de discuter avec des systèmes d'assistance et donner plus d'informations que les personnes lambda n'entendront pas ou ne verront pas. Donc voilà, les systèmes d'assistance peuvent utiliser la technologie ARIA qu'on implémente dans l'HTML. Alors, petit disclaimer, je ne sais pas s'il y a des gens qui travaillent dans le SEO ici, mais les alternatives, c'est pas pour le SEO. Vous n'aurez pas une meilleure SEO avec l'alternative. Par contre, l'alternative est très pratique au niveau de l'accessibilité. Donc, comme son nom l'indique, l'alternative va donner un contexte, va donner une information à un système d'assistance. Alternative, voilà. Après, on pourra discuter, si vous voulez, des images informatives et décoratives, parce qu'il y a une différence entre les deux. Mais l'alternative, faut pas oublier que c'est pas de la SEO, il faut pas tous les remplir. Ça reste vraiment pour de l'accessibilité. Alors, dernier point, même si celui-là est de plus en plus abandonné, il faut avoir une conformité au niveau de la sémantique via le W3C. Donc, vous avez un validateur au niveau du W3C qui permet de valider votre code. Avant, c'était vrai, maintenant, c'est de plus en plus mis sur le côté. Mais finalement, ça rentre dans la même logique de réflexion d'utilisation des standards. Si vous utilisez les bons standards, vous serez valide W3C. Un bon standard, une bonne validité sur le code vous facilitera l'accessibilité. Alors, d'un point de vue de design, finalement, qu'est-ce que ça peut nous donner comme, voilà, comme niveau au niveau de l'accessibilité? Donc, on va repenser pour mieux construire. Donc, on va parler des contrastes. Alors, ici, on travaille avec les contrastes WCAG, donc 3.1 en niveau A, 4.5 en niveau AA et 7 en niveau AAA. Attention que aujourd'hui, c'est un algorithme qui a été basé sur les télés dans les années 80, donc au niveau des contrastes et au niveau des gestions de couleurs des télés. On a la PAC, qui est un nouvel algorithme qui va arriver, qui commence à être validé, qui lui est vraiment plus pensé au niveau du digital et des écrans. Mais en tout cas, pour l'instant, la référence reste ces ratios au niveau du WCAG. Donc forcément, on va travailler en double A. Donc ça veut dire quoi? En 4.5, il faut que le fond et le texte, par exemple, soient contrastés de 4 fois 5 supérieur ou en dessous du fond et de la forme. Donc c'est ça que ça veut dire. Donc c'est un simple ratio. Les logiciels de création comme Figma se mettent à jour à ce niveau-là. Vous pouvez directement travailler dans des palettes qui sont accessibles. Donc ici, voilà, petit exemple, vous avez un texte, vous avez une hauteur, vous avez une épaisseur de trait. Et voilà, il vous dit que vous devez être compliant en double A. Ben, le ratio ici, vous êtes à 4,03 alors que vous devrez être à 4,5. Donc, il vous fait des préconisations à ce niveau-là. Donc, il faudra mettre à jour parce que vous ne passez pas les tests.
Alors, au niveau de la typographie, comme je vous l'ai dit, la typographie, on va essayer d'utiliser des typographies qu'on appelle sans sérif, donc des typographies droites. Parce que vous avez à gauche et à droite, c'est le même texte à la même hauteur de ligne, donc ils font tous les deux la même taille. Vous voyez bien qu'il y en a un qui est plus compliqué à lire à gauche et un qui est plus facile à lire à droite. Aujourd'hui, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas utiliser ce genre de typographie comme on voit à gauche, mais on va l'utiliser vraiment pour des courts textes, des titres et encore, attention, mais en tout cas, on va préconiser vraiment une utilisation sans sérif, comme on voit à droite. Là où ça va être plus complexe, mais par exemple, si je vous le montre en petit, voilà, au niveau de la taille, vous voyez que c'est de plus en plus complexe à lire, sachant que on a parfois des mentions légales, etc., qui sont en petit, donc pensez aussi à ça. Là aussi où ça va être génial, c'est de travailler son interlignage. Voilà, en fait, en 2 clics, j'ai changé la typo, j'ai changé l'interlignage. Vous avez un texte qui est beaucoup plus facile à lire et qui est voilà, beaucoup plus agréable, beaucoup plus aéré et d'un point de vue cognitif, moins chargé. Donc, ce qui allégera aussi les personnes qui sont atteintes de TDA et de TDAH pour faciliter la lecture. Un grand classique, les iconographies. Aujourd'hui, les iconographies, c'est chouette de faire des petites icônes fancy pour votre application, etc. N'oubliez pas qu'une icône, ça transmet un message. C'est comme de la typographie aussi. Et il faut qu'elle soit facilement lisible et reconnaissable. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va travailler avec ce qu'on appelle des normes ISO. Donc, les normes ISO, c'est quoi? C'est des iconographies que tout le monde connaît. Par exemple, vous allez à Bangkok, vous allez à Pékin, vous allez à Los Angeles. Vous verrez le petit téléphone, vous saurez que c'est une cabine téléphonique. Donc, on va essayer de travailler de plus en plus avec des normes ISO aussi. Alors, je suis désolé pour les designers, dire ouais, mais les icônes, c'était chouette à faire. Voilà, ici, si vous visez un public large, pensez à utiliser de la norme ISO. Si vous êtes dans un secteur qui est un peu plus de niche, où il y a vraiment du travail derrière, vous pourrez l'utiliser. Mais voilà, au niveau de l'accessibilité dans un public large, pensez à utiliser les normes ISO. Petit focus aussi sur l'accessibility tree parce qu'on parle beaucoup d'accessibilité, mais en fait, ici, qui sait réellement comment ça fonctionne l'accessibilité? Il faut savoir que l'accessibilité est donc basée sur ce qu'on appelle l'accessibility tree. L'accessibility tree, c'est quelque chose qui va se créer automatiquement au chargement de la page. Donc, classique, vous êtes un client, vous avez un ordinateur, vous envoyez une requête à Google, Google vous renvoie la requête. Il va vous renvoyer un fichier HTML, JavaScript, etc. Au niveau de l'HTML, l'accessibility tree va être créé, donc il va lire comme un livre qu'on lirait de gauche à droite, de haut en bas, et va créer ce qu'on appelle l'accessibility tree. Il faut savoir que cet accessibility tree n'est pas toujours modifiable tel quel. Donc, il faudra utiliser des technologies spécialisées aussi, donc comme on a parlé de l'ARIA. Il faut savoir aussi que ça pose problème, et je sais, là, je lance un pavé dans la mare. Euh, Au niveau de, par exemple, les widgets, aujourd'hui, il y a des widgets qu'on vous vend au niveau de l'accessibilité. Alors, c'est très bien quand vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous êtes en train de travailler sur l'accessibilité, mais au niveau des widgets, il faut savoir que les widgets ne travaillent pas beaucoup sur les accessibility trees, donc ce qui peut être problématique au niveau de l'utilisation de ceci. Les widgets, c'est recommandé quand vous êtes en train de faire votre travail d'accessibilité, mais faites de l'accessibilité native, ce sera beaucoup, beaucoup mieux pour vos utilisateurs. Au niveau des testings, forcément, on a les outils à notre disposition. Attention ici que ce sont des outils automatisés. Les outils automatisés, c'est pas la panacée. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de faux négatifs, il y a beaucoup de faux positifs dans les outils automatisés. Donc, il faudra savoir lire entre les lignes et ça va pas tout détecter. Généralement, ça va travailler beaucoup sur les couleurs, ça va beaucoup travailler sur certaines interactions, etc. Mais finalement, ça va couvrir qu'une petite partie au niveau de l'accessibilité. Aujourd'hui, on considère qu'un outil automatisé peut détecter entre 30 et 40% des erreurs. Ça veut dire qu'il vous reste quand même 70-60% à vérifier manuellement. Donc aujourd'hui, on attend de voir si l'intelligence artificielle va pouvoir nous aider à ce niveau-là. Mais en tout cas, un test automatisé ne sera pas 100% compliance au niveau de l'accessibilité. Donc attention, les outils, c'est bien pour faire des petits tests automatisés. Si vous voulez vraiment vérifier votre accessibilité, on passera par un audit et on passera par un accompagnement. Et par la formation, comme je vous l'ai dit, qui sera votre meilleur atout.
Au niveau d'un exemple, finalement, ça donne quoi? Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai travaillé donc pour la STIB, donc la STIB qui est la Régie des transports bruxellois. La STIB avait un enjeu d'accessibilité qui était énorme. Donc, moi, j'ai travaillé 3 ans sur ce projet-là pour le rendre complètement compliance. Aujourd'hui, il est validé et certifié par AnySurfer. AnySurfer qui est une association en Belgique qui permet de certifier cette accessibilité. Donc, on va aller voir à quoi ça ressemble. Hop, ben, ça tombe bien, on a une grève aujourd'hui. Bienvenue en Belgique. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire au niveau de l'accessibilité? Ben, il y a une première règle dans l'accessibilité qui dit que tout ce qui est faisable à la souris doit être faisable au clavier. Donc, hop, je vais le relancer. Tac. Donc ici, je vais pouvoir facilement naviguer avec mon clavier. L'avantage aussi, c'est de, quand j'utilise les standards, c'est d'utiliser aussi les normes ISO au niveau de l'utilisation du clavier. Donc quand j'ai du drop-down, j'appuie sur la flèche du bas. Voilà, je peux aller travailler dessus. Si aujourd'hui je veux changer de métro, je vais aller dans le métro, j'utilise les flèches de droite à gauche, etc. Donc l'idée ici, c'est de vous montrer que tout est faisable par clavier, mais aussi l'idée, c'est de vous montrer que, et c'est une remarque que je reçois souvent, l'accessibilité, c'est moche, je vais faire mon site en noir et blanc. Alors, non, alors la beauté du projet, ça on peut en discuter, ça reste subjectif en tout cas, mais au niveau du rendu, on se rend pas compte qu'on est sur un site qui a été fait aussi avec une grande partie d'accessibilité. Voilà, ici aujourd'hui, on peut naviguer partout, tout simplement. Je peux aller dans mes abonnements, je peux aller dans mes cartes, mes tickets, je peux voyager, donc je peux voir les itinéraires. Les itinéraires ont eu un énorme focus à ce niveau-là. Parce qu'il faut savoir qu'on a des maps à droite et du texte à gauche, donc forcément on ne peut pas utiliser que la map, on va mettre des listes complètes. Donc si par exemple je fais une search d'itinéraire, hop, apparemment, il veut pas. Voilà. Donc, il faudra prévoir aussi des listes sur la droite. Pourquoi ces listes, sur la gauche, pardon. Ces listes vont pouvoir être accessibles et pouvoir être utilisables entièrement au clavier aussi. Donc, voilà, c'est toutes des petites choses aujourd'hui que nous, on va devoir prendre en considération, mais on va utiliser beaucoup de standards. Donc, finalement, au niveau de l'implémentation, ici, on a utilisé Bootstrap. Pourquoi est-ce qu'on a utilisé Bootstrap? Parce que Bootstrap, aujourd'hui, est le framework le plus A11y friendly. Et donc, aujourd'hui, voilà, ça nous permet de proposer une expérience qui est 100% accessible au niveau de l'utilisation des lecteurs de voix et du clavier et surtout qui est pas catégorisé moche en noir et blanc. Alors finalement, au niveau de la STIB, j'ai été référent au niveau de l'accessibilité, j'ai été référent en tant que lead designer aussi. Donc on a remarqué qu'on avait 3 points clés. Ces 3 points clés aujourd'hui permettent voilà, d'assurer une accessibilité vraiment optimale. La première, c'est le design system. Le design system est un outil sous-estimé dans des grosses organisations, mais c'est vraiment un game changer. Pourquoi? Parce que le design system va pouvoir inclure des états d'accessibilité tels que l'état focus active, etc. Dedans, donc les développeurs vont pouvoir avoir accès à ça. On va pouvoir faire des tests aussi au niveau de l'accessibilité avec Figma, avec des prototypes, valider une accessibilité avec eux. Donc le design system va aussi avoir une documentation. Donc ça veut dire que moi, je suis sorti du projet, il y a une nouvelle page qui doit être créée, ben, on va lire la documentation et voir ce qui a été mis en place au niveau du design system et de l'accessibilité. Donc c'est un outil qui prend du temps à mettre en place. C'est clair, au début, vous allez perdre du temps, mais vous allez gagner énormément de vélocité derrière avec un design system. Au niveau des standards, encore une fois, l'utilisation des standards est très, très, très importante. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on a pu certifier toute la partie code? Parce qu'on a utilisé que des standards. Les divs ne sont pas des boutons. Il y a des tags HTML qui sont des buttons. Pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas un div? Ben, dans le button, il y a déjà toutes les règles d'accessibilité qui sont mises. Alors que si vous utilisez un div, vous pouvez le faire, mais vous allez devoir rajouter vous-même toutes les notions d'accessibilité dedans. Donc attention à l'utilisation des standards. L'HTML prévoit énormément de cas, donc il n'y a pas de raison de me dire que c'est pas possible.
Et comme je vous l'ai dit, la collaboration aujourd'hui, au niveau de l'équipe de la STIB, quand on a fait le projet, on était plus d'une dizaine de personnes, tout le monde comprenait les enjeux, tout le monde comprenait quand je disais qu'il y avait un problème d'accessibilité. Et la chance qu'on a eue, c'est qu'on a eu Wassim qui était un testeur aveugle, on a eu la chance de pouvoir directement tester avec Wassim l'accessibilité. Donc ça aussi, c'est un game changer. Si vous avez le budget pour pouvoir le faire, engagez des personnes qui puissent accompagner vos équipes qui sont dans certaines déficiences. Parce qu'aujourd'hui, le gros problème de l'UX, on parle toujours de l'empathie dans l'UX. Alors l'empathie, on va ouvrir encore plus notre gamme au niveau de l'accessibilité, puisqu'on va prendre en considération les personnes à handicap. Mais le problème, c'est que nous ne sommes pas dans cette situation. Alors l'empathie, elle a une certaine barrière. On peut se mettre à la place de la personne, mais on ne pourra jamais se mettre à la place de leur utilisation. Quelqu'un d'aveugle, de naissance, voire même après, a eu des mécanismes d'adaptation, pardon, voilà, pour travailler et pour pouvoir consulter des informations. Donc, c'est toujours bien d'avoir des personnes dans des situations d'handicap qui nous donnent directement un bon feedback. Alors, au niveau des étapes suivantes, là, je redonne la main à Laetitia qui va vous expliquer le premier point. Tout à fait. Alors maintenant, vous dire, bah, OK, il y a la réglementation, vous avez plusieurs cas qu'Arnaud a pu vous démontrer, mais au final, qu'est-ce qui va se passer suite à ce webinaire? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place? Ce qui est la première étape qui est la plus importante, c'est le côté change management. C'est-à-dire qu'il est important, comme pour tout changement, établir une stratégie en prenant en compte, prendre du recul, prendre l'entièreté de l'entreprise, comprendre où est-ce qu'il faut placer ses pions, qui il faut sensibiliser, trouver des champions, comme on peut dire, des représentants dans chaque poste, que ce soit côté commerce, côté design, côté développement, mais vraiment accompagner au maximum chacun de ces postes, chaque étape du projet pour que ça devienne. J'aime bien donner cet exemple, même s'il est un peu assez large, c'est qu'il y a quelques années, le responsive, au final, ça n'existait pas. Mais maintenant, c'est devenu un tout doux à chaque fois. C'est responsive by design, etc. Bah, ça serait bien, et ça sera le cas, je pense, dans quelques années, ça sera accessibilité by design, by produit, qu'importe. Mais c'est quelque chose qui fait partie d'une bonne mise en place du projet. C'est pour ça qu'il est important d'accompagner au changement au sein des équipes. Je repasse la main à Arnaud. Ben voilà, ici on va vite reparler de design system, que je vous l'ai dit, c'est un outil vraiment très puissant, adapté, construire un design system, le rendre accessible, les documenter afin de donner des explications, ainsi que fournir des informations de code aux devs. Ça va au-delà de ça aussi. Aujourd'hui, créer un système, un produit avec un design system aussi permet aussi de tester l'émotionnel. On va beaucoup moins utiliser les wireframes, on va beaucoup plus tester les design systems qu'on a mis en place dans les prototypes et dans les phases de test au niveau des utilisateurs. On va pouvoir tester cet émotionnel. L'émotionnel aujourd'hui est peut-être quelque chose de sous-coté aussi au niveau de l'accessibilité, mais il faut savoir que les fragilités psychologiques, les fragilités émotionnelles sont aussi à prendre en compte. Quelqu'un qui n'est pas bien sur un site, voilà, petit exemple, vous rentrez dans une maison où vous vous sentez pas bien, vous n'allez pas rester. L'émotionnel aussi va être très important et pourra être testé avec les design systems. Et du coup, donc ça reprend un peu ce que je disais tout à l'heure, mais le coaching, que ça soit donc UX, UI, Dev, management, c'est vraiment important d'accompagner ces équipes. Il existe de plus en plus de formations, qui en groupe ou autre, pour pouvoir l'intégrer du coup à chaque fois. Plus vous avez de personnes qui sont formées, plus simple sera plus facilement et moins coûteuse sera intégrer l'accessibilité. Et aussi l'important, c'est ce qu'on met en place au sein de Smile, c'est notamment lors des spécifications, prendre déjà en compte quelques règles d'accessibilité qui sont simples, comme disait tout à l'heure Arnaud, par rapport aux boutons, par rapport aux liens. Ça va permettre aux développeurs qui n'ont pas forcément de formation de prendre en compte et de comprendre, de s'y habituer et de les mettre en place. C'est vraiment un coaching quotidien et il ne faut pas négliger la formation pour vos équipes. C'est ce qui fera vraiment la différence. Alors au niveau des tests utilisateurs, comme j'en ai déjà parlé, l'idéal ce serait de pouvoir faire tester avec des personnes qui sont
en déficience. Pourquoi? Ben forcément, comme il s'est marqué ici, ça permet d'effectuer un reality check avec des personnes en situation de handicap. Ça permet d'évaluer la compatibilité aussi des nouvelles interfaces avec leur quotidien d'utilisation. Aujourd'hui, quelqu'un qui est dans une situation de handicap euh, va être finalement un utilisateur lambda dans le sens que, comme tous les utilisateurs, il trouvera toujours les moyens détournés pour arriver à sa finalité. Aujourd'hui, ben, ça nous permet de pouvoir aussi tester si les parcours utilisateurs qu'on a mis en place pour les personnes lambda et pour les personnes dans des situations de handicap sont validés à ce niveau-là. Alors, au niveau des outils internes aussi, on a une moins grande priorité dessus d'un point de vue légal, mais il faut savoir aussi que tous les outils que vous utilisez en interne, surtout dans le secteur public, doivent être aussi conformes à cette légalité. Ça veut dire que, par exemple, votre intranet, si vous avez un intranet au niveau de votre entreprise, devrait être accessible. Les outils que vous utilisez au quotidien, vous devez sélectionner des outils qui sont certifiés aussi accessibles. Donc, attention à ce niveau-là. Il y aura aussi les contenus vidéo. Alors, les contenus vidéo, on sait que c'est galère. C'est vraiment un point assez galère. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, dans le RGA, on nous demande qu'il faut une audio-description, qu'il nous faut une transcription textuelle, il nous faut une transcription. Voilà, il faut une audio-description au niveau aussi des vidéos qui sont muettes, etc. Donc voilà, c'est un travail à mettre en place qui peut être coûteux et compliqué parce qu'il faut savoir aussi que ce genre de choses doit être traité par des personnes spécialisées. Alors, si vous arrivez déjà à mettre les sous-titres, franchement, c'est génial. Pourquoi? Parce que les sous-titres permettent aussi, d'un point de vue situationnel, d'aider certaines personnes. Par exemple, vous êtes dans le métro, vous voulez regarder une vidéo, mais vous n'avez pas vos écouteurs, vous voulez pas déranger les personnes, ben, vous pouvez utiliser aussi les sous-titres. C'est pas parce que vous n'êtes pas sourd ou malentendant que vous pouvez pas utiliser les sous-titres. Donc attention au niveau des contenus vidéo, on sait que c'est compliqué à mettre en place, donc on va pas être plus laxiste là-dessus, mais c'est quelque chose, on va moins taper dans les audits parce qu'on sait que ça coûte beaucoup d'argent et ça demande beaucoup aussi de mise en place. Alors, au niveau des emailing newsletters, ben voilà, ça reste finalement des news, ça reste de l'HTML, ça reste les mêmes règles, ça reste voilà les mêmes niveaux de contraste, ça reste les mêmes règles au niveau du design. Donc, attention aussi aux emailing newsletters, il faudra prendre en considération tout ça. Au niveau des PDF, là, ça va être un peu plus pas dire compliqué, mais il y a des solutions qu'on peut mettre facilement en place. Donc, les PDF, aujourd'hui, il faut faire un PDF accessible. Donc, comme en HTML, etc., il va falloir avoir une structure avec des titres, des listes, etc., des textes alternatifs pour les images. Donc, quand vous faites un PDF accessible, il faudra vérifier tout ça. Par contre, si vous n'arrivez pas à rendre vos PDF accessibles, vous pouvez aussi fournir une version Word, par exemple, à votre utilisateur, parce que le Word aujourd'hui permet aussi d'ouvrir et d'utiliser les outils d'accessibilité au niveau de Word. Au niveau aussi des PDF, il y a une réglementation. Alors, je l'ai plus en tête. Je crois que les PDF avant 2018 ne doivent pas être accessibles aujourd'hui, donc ne rentrent pas dans cette conformité d'accessibilité. Par contre, tous les PDF qui ont été faits après 2018 doivent être accessibles. Donc, attention de vérifier aussi la validité, enfin la date de création du PDF. Et le dernier point, je laisse Laetitia vous en parler. Ça reprend un peu ce que j'ai dit, mais il faut savoir que donc, du coup, Smile propose tout ce qui est formation interdépartement, c'est-à-dire ça va être avec les UX, avec les devs ou autres. Et ça peut être des demi-journées, des quelques heures, ça dépend ce qui va être ciblé, mais ils sont faits sur mesure par rapport à vos besoins, par rapport à vos projets. Et n'hésitez pas du coup à nous contacter sur ce sujet. Alors forcément, on va vous faire une petite conclusion. Donc la petite conclusion, c'est simplement créer des expériences inclusives. Aujourd'hui, un UX designer, comme je le dis souvent, doit être empathique et inclusif. Mais l'idée aussi, c'est n'essayez pas de révolutionner le monde. Concevez des expériences inclusives pour améliorer celui de chacun. C'est ça l'idée. C'est avec votre petite échelle ou votre grande échelle, ça dépendra, mais voilà, votre petite brique que vous rajoutez, vous pouvez changer le monde de certains. Et c'est ça qui est intéressant de savoir au niveau de l'accessibilité, c'est que vous travaillez l'accessibilité, mais vous permettez aussi à plusieurs personnes, à une énorme audience, de pouvoir accéder aussi à ces informations.
Donc voilà. Je sais pas s'il y avait des questions. Je crois que j'en ai vu passer des questions. Oui, 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 il y en avait. Alors, moi, je voulais juste réagir par rapport à ce que tu disais juste là, parce que c'est vrai qu'on a mentionné des personnes plus âgées au début de la formation du webinaire. C'est le fait de parler de formation, Laetitia, ça va changer mes mots. Mais c'est qu'on va tous vieillir. Donc, c'est aussi penser à soi-même, en fait, de créer l'accessibilité. Et quelque chose que moi, je trouve passionnant, tu parlais de rencontrer pendant les tests utilisateurs. Moi, j'ai rencontré des personnes en situation de handicap dans des formations au Luxembourg. Et on se rend compte que ce qu'on va créer, ce qu'on va mettre en place pour eux, ça va leur changer la vie, ça va vraiment leur permettre d'être autonomes, de pouvoir faire les choses de manière indépendante et d'avoir accès à des informations de base en fait que tout un chacun voudrait ou aurait besoin dans la vie de tous les jours, ne pas savoir faire des virements bancaires ou ne pas savoir accéder tu vois, à des horaires pour aller prendre les transports en commun. On sait tous le faire parce qu'on n'est pas en situation de handicap, mais quid de ces personnes-là. Et en fait, ça va pas, ce qu'on va mettre en place pour l'accessibilité va pas gêner les autres utilisateurs. Au contraire. Donc, c'est ça que je trouve hyper intéressant dans l'accessibilité, c'est que c'est juste rendre un monde plus accessible à tous. Mais voilà, c'était ma petite contribution à ce webinaire. Alors oui, effectivement, il y avait des questions. Je vais vous les lire. Alors, il y avait sur les aspects un petit peu plus légaux, donc Laetitia, je pense que c'est plus pour toi. Donc, il y avait une question d'Elisabeth. Quand on parle de services numériques, est-ce que les applications mobiles et les logiciels internes et externes sont touchés? Alors oui, c'est pour ça que aussi donc les applications, en fait, tout service numérique, donc application mobile, interne ou externe. Après, forcément, interne, il est plus difficile à auditer, mais il est important de le mettre en place parce que tout simplement, ça discrimine, c'est une discrimination à l'embauche parce qu'on ne peut pas du coup embaucher des personnes avec certains handicaps si les outils en interne ne sont pas accessibles pour ces personnes. Donc, c'est vraiment important de prendre en considération l'interne, l'externe, les applications mobiles, c'est vraiment tout communication, la communication pour tous au même niveau. Surtout, alors je ne sais pas si c'est la même chose en Belgique et en France, mais l'État au Luxembourg, qui est un gros employeur évidemment, ils ont des objectifs de 5% d'embauche qui sont de personnes en situation de handicap. Donc si les outils ne sont pas accessibles, c'est un petit peu problématique. C'est pareil, en France, il y a des réglementations à suivre, sinon il y a des pénalités. C'est pour ça qu'il est important vraiment de le prendre en compte. Ok. Ah ben, justement, en parlant du Luxembourg, il y avait des questions. Donc, tu parlais tout à l'heure de la date du 28 juin 2025 et tu expliquais qu'il y avait une extension qui pouvait être fournie jusqu'en 2030. C'était plus une remarque qu'une question, je pense. Donc, il semble que le positionnement du régulateur, donc ici au Luxembourg, c'est l'OSAPS. On a le ZIP pour le public, l'OSAPS pour le privé, soit différent au Luxembourg. Tous les sites doivent être accessibles le 28 juin et une déclaration de non-conformité doit être effectuée via guichet.lu. Je vais peut-être répondre à cette remarque vu que moi je suis au Luxembourg. Ah, Arnaud, tu voulais dire quelque chose? Ouais, alors du coup, il faut bien comprendre que chaque pays a sa légitimité sur l'accessibilité. Comme Laetitia l'a mentionné, elle parlait de 2030, donc c'est vraiment pour le secteur français. Au niveau du Luxembourg, il n'y a pas eu de report, donc comme c'est bien dit ici, l'OSAPS, lui, demande une conformité à partir du 28 juin 2025 et une déclaration d'accessibilité. Attention qu'au niveau aussi des sanctions, le ZAP a annoncé donc deux grosses sanctions. La première, c'est le ZAP peut mettre en pause votre business. Elle peut désactiver votre business tant que vous n'êtes pas en conformité, premièrement. Et deuxièmement, elle peut vous mettre des amendes allant jusqu'à 1 million d'euros. Alors pourquoi est-ce que vous allez dire oui, mais c'est dégueulasse, pourquoi est-ce que ça se fait comme ça? Alors aujourd'hui, il y a un réel enjeu social derrière parce que, et on a déjà eu le cas, en tout cas chez nous en interne, c'est on va vous dire vous allez avoir une amende de 25 000 euros. Oh, vous savez quoi, monsieur, je préfère payer l'amende de 25 000 euros, comme ça me coûtera moins cher que me mettre en conformité. En fait, l'OSAP aujourd'hui a réagi à ça. Ben, vous savez quoi, vous voulez pas payer que 25 000 euros, on va aller jusqu'à 1 million d'euros. Donc c'est ça aujourd'hui, les enjeux aussi. Les amendes, elles sont pas là pour vous taper sur les doigts, pour vous dire que vous n'êtes pas accessible. Elles sont là, à dire, pour vous pousser à vous mettre en conformité parce qu'il y a un réel enjeu social derrière.
Alors, pour le LOSAPS, je mets juste une toute petite nuance par rapport à ce que tu disais. Il y a des exemptions qui sont possibles, donc dépendant du nombre d'employés, du chiffre d'affaires de l'entreprise. Il faut bien lire la loi. Je peux vous partager d'ailleurs le document qu'ils ont publié sur leur site parce qu'il est finalement en ligne. Vu qu'il rentre en exercice à partir du 28 juin, ça a été un petit peu long, par même les processus de décision sur comment ils allaient auditer, quel allait être le framework. N'était pas très clair, mais il y a un document sur la loi exacte avec des exemptions et il y a effectivement quelque chose qui est possible d'une extension jusqu'à 2030. Mais ça doit être vraiment très précis au niveau de la loi. Il vaut mieux voir avec des juristes, etc., si vous tombez dessous et si ça vous concerne. Parce que c'est vraiment assez délicat et il faut une bonne interprétation du cadre légal qui a été fourni. Et d'ailleurs, sur maguichet.lu, je n'ai jamais trouvé la déclaration de non-conformité. Alors, il est vrai qu'au Luxembourg, vous ne devez pas attendre d'être audité. Vous devez leur fournir d'emblée et de manière volontaire une déclaration de non-accessibilité. Maintenant, je ne l'ai pas trouvé sur maguichet.lu. Ils l'ont listé, mais impossible à trouver. Donc, si quelqu'un au Luxembourg la trouve, ça m'intéressera. Arnaud, il y avait quelqu'un qui demandait aussi quel était le cadre réglementaire belge. Alors aujourd'hui, le cadre réglementaire belge est le WCAG 2.2. Donc les 55 critères du WCAG. Il n'y a pas de réel framework comme au Luxembourg et comme en France. Par contre, aujourd'hui, ce que nous on va faire quand on travaille sur le secteur belge, on va travailler directement avec le RGA. Pourquoi est-ce qu'on va travailler avec le RGA? Parce que c'est un framework français. Ben, on va travailler pourquoi? Pour préparer aussi le futur. On ne sait pas, peut-être que demain la Belgique va sortir. Alors c'est pas prêt, hein, je vous le dis, mais la Belgique peut sortir un framework aussi. Et beaucoup de pays se basent sur le RGA, et en tout cas même le Luxembourg avec le RAWEB, donc se base là-dessus. Donc ça nous permet aussi de préparer l'avenir et d'utiliser aussi des frameworks qui sont plus stricts, donc d'aller plus loin que les normes et de préparer vraiment à une bonne accessibilité. Ok. Laetitia, par rapport aux statistiques que tu fournissais, donc les coûts sont 100 fois supérieurs, etc., il y avait plusieurs questions sur les sources. Est-ce que éventuellement tu pourrais les lister dans le chat ou les donner ici à l'oral? On t'entend pas. Oui, pas de souci. Donc, je peux les citer à l'oral, ce sera plus simple. Du coup, les sources, ça va être IBM Accessibility Research pour les coûts les plus élevés. Pour plus de 26% de part de marché, c'est la source Microsoft Accessibility Study. Il y a beaucoup de recherches qui ont été faites via IBM ou Microsoft, donc c'est des documents comme ça que vous pouvez trouver sur le web. Après, j'avais vu, donc j'anticipe ta prochaine question, j'avais vu au niveau des coûts les plus élevés, comment ça peut être justifié. Ça justifie assez simple, assez facilement. Je fais énormément de chiffrage, je pense que vous avez l'habitude d'en voir, mais tout simplement, en fait, corriger quelque chose, une erreur d'accessibilité, ça peut en prendre en compte le design. Ça aura une couche de design, donc ça veut dire que vous allez devoir refaire des maquettes, refaire des tests. Ensuite, va changer de développement. Le développement il peut avoir des répercussions sur d'autres choses au niveau du développement. Donc, en fait, si on additionne à chaque fois tout ça, bah, le montant il va vite augmenter. C'est pour ça que si on le prend en compte dès le début, c'est là où ça serait beaucoup plus efficace et moins coûteux. Ok, merci. Arnaud, quand tu parlais plutôt du code, il y avait une question de Agnès qui disait la métadonnée alt. Ah, on t'entend plus non plus. J'avais pas activé mon micro. La métadonnée alt, donc le alt, c'est une petite balise qu'on va retrouver sur les images, donc une balise image classique avec un alt. Donc alt va pouvoir donner une alternative. Donc si l'image ne s'affiche pas, c'est le petit texte que vous voyez en haut à gauche qui s'affiche. Donc ça, c'est l'alternative. Et par exemple, si vous utilisez des systèmes d'assistance comme les lecteurs de voix, vous arrivez sur une image, il va lire la balise alt et va pouvoir donner l'information à l'utilisateur, en tout cas en déficience visuelle. Donc c'est très important à utiliser. Par contre, quand l'image est juste décorative, là, on va mettre la balise alt, mais on va pas la remplir. Pourquoi est-ce qu'on va la mettre? D'office, ça va permettre, pardon, si on la met d'office, ça va permettre au système d'assistance de la bypasser, de comprendre que ok, c'est une image que je dois pas lire, et donc je peux passer à l'élément suivant. C'est à ça qu'aujourd'hui sert la balise alt. Très important cette nuance en effet de pertinente, image pertinente ou non pertinente, parce qu'il y a beaucoup maintenant de solutions, notamment CMS, qui poussent un peu la description des images.
mais il y a très peu d'images en vrai sur un site qui sont pertinents, donc ça sert à rien de les décrire à chaque fois juste parce qu'il y a écrit description accessibilité. Faut pas céder à toutes les tentations. Alors Arnaud, d'ailleurs, toujours concernant le code, quels sont les impacts d'un code avec une sémantique qui respecte les standards sur l'utilisateur? Alors, il n'y a pas d'impact, justement. C'est plutôt dans l'autre sens. Il y a des impacts quand ils ne respectent pas. Aujourd'hui, l'utilisation des standards et d'une bonne sémantique, en fait, va permettre au système d'assistance de construire l'accessibility tree et de pouvoir le lire facilement. C'est ça le gros impact au niveau de la sémantique et de l'utilisation des standards. Lorsque vous n'utilisez pas les standards, vous allez rajouter des couches et des couches et des couches sur votre accessibility tree. Donc, ça veut dire qu'il va devoir aller creuser, creuser, creuser pour avoir les informations qui parfois n'aboutissent même pas. Donc l'utilisation des standards diminue les couches, augmente l'efficacité de l'accessibility tree et assure l'utilisation la facilité à l'information, à l'accès à l'information. Là aussi où c'est intéressant l'utilisation des standards, c'est aujourd'hui on a un HTML 5.0, l'HTML 6.0 pourrait sortir demain. Si vous utilisez les standards, votre navigateur va se mettre à jour et votre site au niveau des standards va se mettre à jour tout seul. Par contre, si vous avez tout fait à la main et qu'il y a des problèmes d'accessibilité et que vous êtes toujours en 5.0 et qu'il faut passer en 6.0 et qu'il y a des nouvelles règles, il faudra passer sur tout le code. Donc l'utilisation des standards aujourd'hui est un prérequis en tout cas pour faire une bonne accessibilité. Et en plus de ça, ça va permettre d'améliorer la performance et permettre aussi d'avoir un bon score en éco-conception parce que plus on rajoute de couches, plus il y a d'impact. Et notamment, j'ai pu voir dans beaucoup de sites que souvent, lorsqu'on met des widgets ou qu'on essaie de bypasser les standards, ça crée beaucoup plus de difficultés et beaucoup plus de non-conformité que l'inverse. Et on a pu voir aussi j'ai pu voir des échanges avec des personnes en situation, notamment des personnes aveugles. En fait, ils ont vraiment comme disait tout à l'heure Arnaud, leur manière de parcourir les sites. Et tout ça, par exemple, tout ce qui est H1, H2, ils utilisent beaucoup ce raccourci. Donc, même si dans le RJA, ils vont pas aussi loin qu'ils pourraient aller, c'est quelque chose qui est très important, la sémantique, surtout pour faciliter leur parcours au quotidien. Ok. On avait encore quelques questions qui ont été posées. Malheureusement, je vois le temps. Ce que je vous propose, je vois surtout c'est Garance qui posait des questions, qu'on puisse échanger peut-être par mail ou sur LinkedIn si tu veux pour qu'on puisse en parler. Et pour toute autre personne, parfois on a besoin d'un peu d'assimiler la matière avant que les questions ne remontent. N'hésitez pas à contacter Laetitia, Arnaud ou moi pour qu'on puisse gérer vos questions et pouvoir vous répondre. En tout cas, voilà, c'était un plaisir d'échanger avec vous, Arnaud, Laetitia, et merci à tout le monde d'être venu. C'était super intéressant. J'espère que ça l'était pour vous aussi. Normalement, vous allez recevoir, je crois que c'est sur la plateforme, vous recevez une enquête de satisfaction. Ça nous intéresse toujours. Hein. On est UX, donc on a envie de savoir comment vous avez perçu ça et qu'est-ce qui peut être amélioré. Donc voilà, merci beaucoup. Passez une très bonne journée et on travaillera tous sur l'accessibilité. Merci à vous et à bientôt. À bientôt. Au revoir.